Et Clem, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Fais ça. Ils ont raison. Pourquoi je fais ça? Attendez, c'est parti beaucoup trop vite. Même moi je m'y perds. Reprenons calmement depuis le début. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi cette quête de l'inconnu? Pourquoi s'aventurer dans des milieux polaires, hostiles à toute vie humaine? De Shackleton ou Hillary à Horn ou Ausland, ces explorateurs légendaires ont repoussé les limites de ce qui paraissait être l'impossible à chacune de leur époque. Leur audace ne laisse personne insensible. N'ayant pas pour vocation de prendre cette voie, j'ai cependant eu la curiosité d'aller voir par mes propres yeux, ne serait-ce qu'une infime partie de ce type d'entreprise. Je ne comprends pas, mais je veux comprendre. C'est comme ça que j'ai effectué ma première expédition polaire au Svalbard en avril 2022. 2 semaines à évoluer entre banquise et glaciers, au milieu d'ours polaires et pas grand-chose d'autre. C'était le baptême de feu, ou plutôt le baptême de glace. Ça n'a pas toujours été facile, surtout avec les tempêtes qu'on a vécues. Bon, ouais, hein, vous avez vu, on a des conditions difficiles. Ouais. À tous les niveaux, hein. Mais avant même d'avoir fini l'expédition, je n'avais qu'une seule idée en tête. Repartir pour plus froid, dans un milieu plus vaste. J'ai nommé le Groenland. Avant de partir, je dois m'entraîner. Il va falloir allier la préparation physique avec la préparation mentale. Ça n'arrive pas tous les jours de faire 2 semaines continues d'efforts, de jour comme de nuit. Dans mon cas, la préparation se divise en 3 parties. Le développement de l'endurance, la rééducation et la mise en pratique. Pour l'endurance, la course n'étant vraiment pas mon fort, j'ai préféré me tourner vers la natation. Ça m'aide pour le renforcement musculaire doux sur les articulations et pour la gestion de la respiration en effort continu. Ensuite, il y a la rééducation des articulations qui ont bien souffert ces dernières années. Chevilles, genoux, hanches, toute la partie des jambes y passe. Marcher plus de 10 heures par jour sur des terrains accidentés, ça laisse pas mal de place aux blessures, donc vaut mieux prévenir. On finit par le meilleur. C'est quoi cette expression déjà? Le ridicule ne tue pas, c'est ça? J'accepte le défi, donc la mise en pratique est plutôt originale. Il faut s'entraîner au plus proche des conditions et du matériel avec les moyens du bord. C'est l'été en Nouvelle-Zélande, donc pas de poulka à traîner derrière moi sur de la neige. Après un tour au garage du coin, un pneu accroché à un sac à dos fera amplement l'affaire. Que ce soit au Bois de Boulogne il y a quelques années ou sur les plages d'Auckland cette année, je pense avoir fait ma part dans les services à la communauté en ramassant l'intégralité des feuilles sur mon passage ou en damant toutes les plages. L'avantage de la plage, c'est que l'on peut évoluer sur 3 terrains différents. Le sable mouillé, c'est l'autoroute. Ça glisse tout seul. Le sable à moitié sec, ça se complexifie. Le pneu adhère plus, donc la résistance augmente. Le sable sec, c'est vraiment le plus difficile. Il vient s'accumuler à l'intérieur du pneu, donc ça double voire triple le poids de traction. C'est bon, je suis prête.
C'est l'heure de me diriger vers le Groenland. Un voyage simple, rapide et... pas du tout. 17 heures de vol pour Dubaï, 7 heures pour Copenhague, 5 heures pour Nuuk, la capitale, et enfin 1h30 pour la destination finale, Ilulissat. J'ai pris des journées de sécurité supplémentaires en cas d'annulation de vol, annulation presque quotidienne cette année sur le territoire inuit. Pierre, notre guide, devait arriver 2 jours avant moi. Il arrivera 2 jours plus tard car il est monté dans l'avion, qui a décollé, fait le trajet jusqu'à Nuuk, et en raison de vent trop fort, l'avion a fait le trajet retour. 8 heures de vol pour revenir à son point de départ, c'est monnaie courante avec Air Greenland. Rebelote pour les autres équipiers. Ils voyaient la piste d'atterrissage à Nuuk, mais trop de vent, donc retour au Danemark avec un arrêt à Reykjavik pour faire le plein. Résultat, 12 heures de voyage pour revenir à Copenhague. J'ai eu de la chance, je suis passé entre les mailles du filet. Donc j'ai eu assez de temps pour m'ajuster au fuseau horaire, à la température et à la vie locale. En attendant que le reste de l'équipe arrive avec 2 autres jours de retard, on entame la préparation des poulkas avec Pierre. L'idéal, c'est de disposer les trucs comme ça, le matelas aluminisé, le matelas gonflable, le duvet, la tente et les arceaux. Comme ça, quand tu arrives au camp, quand tu ouvres ta poulka, le premier truc que tu vas faire, c'est monter ta tente. Donc tu as la tente qui est dessus avec les arceaux, donc tu sors ça, ton duvet il reste au sec. Et une fois que ta tente est montée, tu as juste à prendre le bloc entier et tu balances dans ta tente. En ce qui concerne la nourriture et le menu, c'est simple et répétitif. Le matin, c'est céréales, crackers et thé ou café. Le déjeuner, c'est tout le temps la même chose. Nouilles chinoises sur son lit de soupe de tomates, accompagnées par ses 2 mini morceaux de beef jerky. Bref, un menu digne d'un étoilé Michelin, ou presque. Au dîner, on varie les plaisirs. Les lyophilisés proposent un apport calorique conséquent pour un poids dérisoire. Hachis parmentier de presque 1 kg par tête, pâte bolognaise, poisson à la provençale et j'en passe. Avec l'effort fourni et le froid, le corps va brûler beaucoup plus de calories qu'en temps normal. Donc je passe ma journée à manger et entre les repas, il faut grignoter. Dans notre équipement, on a aussi un téléphone satellite et un iridium pour la sécurité. En cas de problème, les options sont très limitées. J'ai des garrots, j'ai des pansements israéliens. Ouais, tu vois, j'ai Atelsam Splint, j'ai des genouillères, chevillères, des trucs pour les poignets, on sait jamais. Okay. Tu vois, des trucs. Et puis à l'intérieur, j'ai des bandages, j'ai pas mal de trucs. Et tu vois, j'ai une petite bouillotte de secours. Si vraiment il y a quelqu'un qui en chie, qui a oublié sa bouillotte ou ses chaufferettes, il y en a toujours un. Pour un rapatriement à Ilulissat, il faut se reposer sur des locaux avec motoneige car il n'y a aucun service de secours. L'hélitreuillage n'est possible qu'en cas de mort imminente car il n'existe pas d'hélicoptère dédié. Il faudrait affréter un hélicoptère de transport d'Air Greenland, ce qui correspond à des sommes colossales et la disponibilité immédiate laisse à désirer. En résumé, il ne faut pas se blesser, ne pas abandonner et ne pas être à l'article de la mort. Super, ça promet. Comment t'arrives à savoir les températures plus ou moins ? Ah bah c'est pas compliqué, alors déjà à moins 15, quand tu respires à fond, t'as les poils de nez qui gèlent. Je t'assure, mais c'est science exacte. Ok. Tac, tu respires à fond et pouf, t'as de la glace qui se forme d'un coup, c'est mécanique. Jusqu'à moins 20, t'es pas mal. Moins 20, t'es bien, je sais pas, une espèce de truc, je sais pas, ça se sent. Vers les moins 25, moins 30, t'as les derniers pourcentages d'humidité contenus dans l'air qui commencent à pailleter. Ok. T'as des espèces de cristaux en suspension, c'est magnifique. T'as l'impression d'être dans une boule à facettes. Tu vois, t'as le soleil qui se reflète, mais alors ça tombe pas comme des flocons, ça reste vraiment en suspension, tellement c'est léger, mais c'est des nano-gouttelettes de flotte qui sont cristallisées comme ça. C'est à partir des moins 30 quand il fait. Et là, il y a presque plus de pourcentage d'humidité dans l'air, c'est exceptionnel. Et en dessous de moins 30, t'as mal. Après tous ces préparatifs, il est temps de bouger. C'est parti pour l'expédition à proprement parler. L'itinéraire paraît simple sur carte, mais présente plusieurs difficultés. Avec les températures très élevées des derniers jours, nous ne pouvons pas partir d'Ilulissat en ski car la neige a trop fondu. On prend donc des motoneiges pour nous permettre d'atteindre notre première zone de camp. On est loin d'une balade de santé. Les pilotes se croient dans Fast and Furious alors qu'on transporte les poulkas dans des remorques. Il faut bien s'agripper au poignet pour ne pas se faire éjecter vu la vitesse et les bosses qu'on prend. Les poulkas n'ont pas ce privilège et on va devoir s'arrêter à plusieurs reprises pour les remettre en place. 2 heures et 2 mains crampées plus tard, on arrive au bord de la banquise, près d'une cabane de chasseurs-pêcheurs.
Les pêcheurs n'utilisent pas leur motoneige pour travailler sur ce fjord. Donc on retrouve des meutes de chiens de traîneau qui restent un outil de travail traditionnel utilisé par les Groenlandais. C'est à ce moment que je me rends compte que le voyage a secoué ma poulka et... c'est pas possible. Un thermos d'eau a fui sur mon duvet. Dormir dans un duvet mouillé en été, c'est déjà peu agréable. En hiver, à moins 25 degrés, ça peut devenir mon cercueil. Je vais donc demander de l'aide aux pêcheurs pour tenter de sécher mon sac de couchage dans leur cabane avant ma première nuit. Bonne décision, car je dormirai avec un duvet sec ce soir, l'odeur du phoque mort en bonus. En itinérance, il faut faire preuve de discipline. La journée est millimétrée. Réveil souvent difficile, petit déjeuner, démontage du camp, on chausse les skis ou les raquettes et c'est parti pour une journée complète de raid. Malgré la difficulté des conditions, on traverse un paysage époustouflant qui fait oublier l'espace de quelques secondes les températures basses et l'inconfort constant lié au froid. J'avoue que je suis un peu fatiguée. Pourtant, il est pas tard. Hein. Il est pas tard, on a commencé à 8h, on est parti. Là, il doit être 16h. On s'est tapé 8 heures de rando, bon, avec quelques pauses quand même pour manger. Mais là, il y a encore beaucoup de jours, quoi. Je suis fatiguée. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai trop hâte de dormir. Le problème, c'est que les nuits, elles sont vraiment pas reposantes. Donc en fait, tu commences la journée et t'es déjà crevé de la veille. Et franchement, quand on a un camp qui a cette vue-là, ça vaut vraiment le coup. Pour le montage du camp, ça peut être physique en fonction des conditions météorologiques. Pour la tente, ça prend entre 20 minutes et 1 heure généralement.
Après avoir monté les arceaux et fixé la tente à l'aide de cornières à neige, elle pourrait toujours s'envoler avec une rafale imprévue. Il y a donc des bâches à neige sur les côtés de la tente que l'on va bloquer sous des gros blocs de neige. C'est vraiment ça la partie la plus physique dans le montage du camp. Une fois la tente bien bloquée au sol, on va rajouter un confort supplémentaire. La tente est structurée de la façon suivante. Une pièce habitable protégée et 2 absides sur les côtés. C'est dans ces absides qu'on creuse des puits à froid. Le froid descendant à l'inverse de la chaleur qui monte, creuser des trous dans les absides aide à remonter la température dans la tente d'un demi-degré. Ça paraît peu, mais je prends toute la pseudo-chaleur que je peux. Une des absides sera ma porte d'entrée, dos au vent. L'autre sera condamnée et me servira comme toilette de luxe. Au Svalbard, on construisait un demi-igloo pour se protéger du vent en allant aux toilettes, mais ça prenait un temps monstre. La technique de la tente, c'est une révélation pour moi, car ça permet de conserver un minimum d'intimité et de pudeur presque inexistante pendant l'expédition. L'organisation de la tente, ça va être très simple. On a premièrement un matelas alvéolé. Ça permet d'isoler un minimum du froid. Je suis solo dans ma tente, donc ça va être assez facile. Je vais dormir en diagonale, beaucoup plus pratique. Ensuite, on a un matelas de camping. Hop là, donc là on est sur un duvet grand froid. Température confort, on est sur du moins 35 degrés. Et ensuite, je ramène mes affaires personnelles. Ça tient dans 2 sacs. Toutes mes affaires vraiment nécessaires. Elles sont toutes dans ce sac. C'est un sac de 20 litres. Et en fait, il y a la moitié qui est ma trousse de secours, trousse de toilette. Et ensuite, il y a ça où il y a un rechange pour le haut en mérino. Si jamais il est vraiment trempé. Un sous-vêtement de rechange en mérino. Et ça me m'étonnerait que je l'utilise cette fois-ci. Et ensuite j'ai mon sac où j'ai un peu tous mes appareils électroniques et autres. Il faut savoir que toutes les batteries, je les ai tout le temps sur moi. Parce qu'à cette température, les batteries, elles se consomment très très rapidement. Allez, brossage de dents et au lit. C'est moi au réveil. Oh, caille. Oh putain, il y a plein de givre en plus sur le sac de couchage là. Bon, ce qui est cool, c'est que pour se préparer, c'est assez simple. J'ai tout dans mon duvet. Oh. D'abord, hop, allez. C'est un peu la caverne d'Ali Baba là-dedans. Donc j'ai mon pantalon. Ma polaire, ma doudoune, plein d'autres choses aussi, genre des chaussettes. J'ai mes chaussons tout au fond du veste, je vais le sortir en dernier. Et ça permet de garder tout ça au chaud pendant la nuit, enfin au chaud, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on se prépare. Ensuite, il faut tout ranger. J'ai les pieds mais sont un peu éclatés. Je m'étais fait un bandage sur tout le pied qui a plutôt bien fonctionné. C'est resté pendant toute l'expé. Avec un peu de compide aussi par-ci par-là. Le problème c'est que le bandage il s'humidifie avec la transpiration et du coup c'est beaucoup plus difficile à réchauffer. Mon kiné je pense va un peu m'engueuler sur les techniques. Je sais pas si on va bien mais en fait tout autour il y a du givre de partout. Donc je vais essayer de toucher le moins possible les parois en sortant parce que sinon il y a tout qui va tomber sur mes affaires.
a fait la descente d'un canyon hier. C'est devenu assez dangereux. On est passé par des endroits où il y avait beaucoup de pentes. On était encore une fois 2 voire 3 par poulka pour les descendre. Parce que des fois il y avait des pentes. C'était assez coursé. Allez Hugo, costaud sur les appuis. On a vraiment un très très bon groupe. Donc il y a que des mecs et moi. Je suis la représentation féminine du groupe, ça fait plaisir. On a une condition physique qui est un peu similaire, donc ça me rassure aussi parce que j'avais peur d'être à la traîne. Nous sommes plusieurs sur cette expédition, mais nous évoluons l'un derrière l'autre pendant une bonne partie de la journée. Même avec leur présence, j'avais peur de me retrouver en quelque sorte seule face à moi-même. En réalité, je suis focalisée sur chacun de mes pas. Impossible d'estimer les distances à l'œil nu ici, donc je me rabats sur mes skis. 1 pas, 2 pas, 3, 4, 5, 45, 46, 47, 100, 100, 103. Quand je suis fatiguée de compter, j'ai d'autres choses en tête. Prévenir les baisses d'énergie en mangeant constamment et en s'hydratant même si je n'ai pas envie. Vérifier les environs pour réagir rapidement en cas d'attaque d'ours polaires. Faire attention aux terrains sur lesquels j'évolue. Une banquise trop fine ou une crevasse cachée sous mes pieds. Vérifier ma température corporelle. Trop chaud, je dois réguler ma température pour ne pas transpirer. Trop froid, je dois me réchauffer rapidement pour éviter de perdre mes doigts. C'est un combat constant contre les éléments. Attendez, je rectifie. Je vis actuellement un apprentissage. C'est à moi de m'adapter, d'accepter et de me résilier. Les éléments de la nature peuvent nous faire rapidement comprendre notre place, surtout dans des milieux extrêmes. Bon, je commence à comprendre. Enfin, je crois.
Chaque journée a sa difficulté, que ce soit en termes de dénivelé, en termes de poudreuse. Ça va bien se passer. Très belle expédition. Là, on a eu un peu de tous les temps, principalement beau, bon à part aujourd'hui. Au niveau de l'hygiène, on n'est pas sur de l'optimum là. Pas de douche évidemment, pas de nettoyage, on se lave les mains de temps en temps quand on peut, quand il fait pas trop froid. Donc la solution pour l'hygiène, enfin l'hygiène si on peut appeler ça comme ça, c'est la laine de mérino. Ça, exceptionnel. J'ai de la chance d'être en Nouvelle-Zélande, donc ça va, j'étais bien équipée. Je vais pas aller faire des embrassades de tout le monde là au retour. La douche, mais la douche, oh, ça va être incroyable. Mes cheveux ils tiennent tout seuls, c'est horrible, je vais avoir des dreadlocks. Et là je suis sur le chemin pour arriver à Okratut ou Okatsut, enfin bref. Je sais pas le dire, leur cul ils le disent un peu bizarrement. C'est très guttural comme langue. C'est Okratut. C'est un mini village. 20 baraques, mais très mignon. On va dormir là ce soir. Oui, alors en direct du Groenland, ici Groenland TV. Voilà, donc monsieur Stéphane Sauvant, vous aviez prévu de partir ce matin aux alentours de 8 h en bateau. Oui. Que s'est-il passé? Eh ben, le premier bateau peut pas venir parce qu'il y a trop de glace. Le deuxième Ça, c'était bateau, votre première option, c'est ça? Elle est morte première celle-là. option, voilà. Mhm. Deuxième option, les motoneiges peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas assez de neige. Ah, attendez, j'ai un appel. On me dit qu'il y a une troisième option, monsieur Stéphane. Que pensez-vous de cette option-là? Il y a un bateau, le bateau de Lars Erik. Eh bien écoutez, je sais de source sûre que le bateau Lars Erik, qu'on appelait le Titanic d'ailleurs dans le milieu, vient de couler. Donc a Donc priori, vous n'avez plus d'option pour partir du Groenland. C'est bien ça, ce qu'on est en train de se dire. Hein, c'est à peu près ça. Voilà. bah félicitations. Voilà, nous allons finir l'hiver ici. Ce sera peut-être notre dernière vidéo. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. À vous les studios. Groenland TV, bye bye. Christophe, on est sauvé ou pas? C'est possible. Il peut toujours se passer un truc de dernière minute. C'est bon, je comprends. Allez, tchou! Je crois qu'il va arrêter de me parler. Ça va? Alors? Retour d'expérience? Bah, c'est de la merde. Vraiment ton expérience.